Voilà pour Parlement Hebdo. Et maintenant, comme tous les vendredis, 15 heures, LCP vous fait revivre l'audition de la semaine face aux députés. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, sur le projet de loi de règlement du budget et l'approbation des comptes de l'année. Regardez. Voilà, parlementaire, c'est fini pour aujourd'hui. Dès lundi, 14 heures, vous retrouvez Brigitte Boucher. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Il est 14 heures, bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Dans un instant, le journal de la rédaction. Puis à 14h20, vous retrouvez Katia Gilder et Michael Zamès pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo. Pour commenter l'actualité politique de la semaine, invité le député PS de l'Essonne, Malek Bouti. Dans un rapport sur le djihadisme qu'il vient de transmettre à Manuel Valls, il écrit une jeunesse frustrée, prête à basculer. Enfin, à 15h, vous revivrez l'audition de la semaine face au député Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, et Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, sur le projet de loi de règlement du budget et l'approbation des comptes de l'année, et sur le rapport sur l'évolution, c'est imbitable ça, l'évolution de l'économie nationale, oh là 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 là, putain. C'est imbitable. J'ai pas lu. Je vais raccourcir. Sur le en séance, est-ce qu'on peut enlever on s'arrête à Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, sur le projet de loi de règlement du budget et l'approbation des comptes de l'année. C'est tout, quoi. Merci. Tout ce qui va pas après. Ouais. Ouais, t'as enlevé quoi? Non, ça, faut le garder. Il faut enlever la suite, quoi. Et sur le rapport, sur. Ouais, voilà, ça rafraîchit. Ok. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Bien, merci. Bon, ça va, on a le temps. Il y a 10 minutes. C'est dans 10 minutes, hein? C'est ce qu'on m'a dit. Ouais, 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 ça va. Donc, moi, je vais commencer par. Donc, il y aura un sujet d'avant, après un sujet manif à l'appel des syndicats hier. D'accord. Et après, c'est à vous. Donc, je commençais par vous poser la question sur. Donc, vous êtes bien économiste à la Saxo Bank et spécialiste de la Grèce. Hein. Voilà. Dembik. Dembik. C'est de quelle origine? Polonaise. Polonaise, d'accord. Donc voilà, nous sommes à 2 jours du référendum. Est-ce qu'on peut être inquiet de la crise actuelle? Première question. Ouais. Si le oui l'emporte ou si le non l'emporte, il y aura quand même un accord avec les créanciers. Hein, c'est ce que dit le gouvernement grec. On n'a rien compris. Alors à quoi ça sert le référendum? C'est vrai qu'il n'y a pas une grande utilité. Voilà. À part, Après, si le oui passe, il y a des négociations qui se poursuivent. Si le non passe, on rentre dans une zone un peu inédite. Il n'y a plus de. Si le oui passe, il n'y a plus de gouvernement grec. Hein. A priori, effectivement. Et là, si le non passe, on rentre dans une autre zone. Dans les deux cas, c'est pas bon, quoi. Oui, pas de sortie par le haut, très clairement. Après, le référendum, c'est la personnalité d'Alexis Tsipras. Est-ce que c'est un homme de confiance, selon vous? D'accord, très bien. Roulette russe. Christine Lagarde aussi, si on a le temps, patronne du FMI, qui a dit qu'il fallait discuter entre adultes. Vous reprendrez cette expression. Ouais. Sorti ou pas la zone euro, François Hollande dit que
Vous aviez été interviewé au soir 3 au 19 Au soir 3, Je exactement. rappelle que Hubert Pop a été Ils vous ont pris interdit sur dans quoi, le d'autres son, pays peut-être dans le monde, qu'il s'agit d'un Donc, Non, c'était mais le week-end. non, mais ils vous ont pris, je pense, 30 secondes. Ils ont pris quoi? Ah non, Ils ont diffusé quoi? pris à peu près 2 minutes 30. Je répondais à 4 questions au fur et à mesure. Ah, Ils ont pris chacun d'accord. une Ah, d'accord, partie de c'est la pas un réponse. sujet. D'accord, Ouais. d'accord. Je pensais que c'était dans un sujet. D'accord. Ça va. Le tribunal de Nanterre lui a donné raison. Il y a la suspension du parti. Charles Pasqua, c'est vrai. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret. Vous êtes jeune? Oui, j'ai 28. 28, d'accord. Et pourquoi spécialiste de la Grèce? En fait, je m'occupe de la macro à Saxo Bank. Et donc, effectivement, du fait de l'actualité, on a beaucoup travaillé ces derniers temps au niveau de nos équipes sur la Grèce. Mais normalement, c'est macro Europe. Toutes les banques sont fermées, à part les banques pour retraités, là. Oui. Elles vont rouvrir Honnêtement, c'est très dur quand on a mis en place une fermeture des banques, un contrôle des capitaux, de rouvrir rapidement. Donc même, peu importe le résultat lundi, c'est dangereux de rouvrir les banques immédiatement. Il faudra attendre certains jours. D'accord. Oui, ils peuvent pas retirer plus de 120 €. Les retraités. 60 oui, € distributeur. Voilà, exactement, ouais. C'est le seul moyen, en fait, pour avoir de l'argent, c'est le distributeur. Tout à fait, ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais.
Il est 14h, bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, dans un instant le journal de la rédaction. Puis à 14h20, vous retrouvez Katia Guilder et Michael Zamès pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo. Pour commenter l'actualité politique de la semaine, invité le député PS de l'Essonne, Malek Bouti, dans un rapport sur le djihadisme qu'il vient de transmettre à Manuel Valls. Il décrit une jeunesse frustrée, prête à basculer. Enfin, à 15h, vous revivrez l'audition de la semaine face au député Michel Sapin, ministre des Finances, et Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, sur le projet de loi de règlement du budget et l'approbation des comptes de l'année. Mais tout de suite, les titres du journal. La Grèce, jour J-2, la campagne qui s'accélère, campagne pour le référendum qui se tiendra ce dimanche. Les Grecs qui vont devoir dire oui ou non aux mesures des créanciers. Pour la première fois, un sondage donne le oui gagnant. L'économiste à la Saxo Bank et spécialiste de la Grèce, Christopher Dembink, est notre invité. Il était ce matin au siège du Front National pour retrouver son bureau. Jean-Marie Le Pen savoure sa victoire judiciaire alors que le tribunal de Nanterre lui a donné raison. Hier, il a annulé sa suspension du parti. Enfin, les adieux à Charles Pasqua. Le cercueil de l'ancien locataire de la place Beauvau était drapé de bleu, blanc, rouge. Ce matin, Charles Pasqua est décédé à 88 ans lundi dernier, suite à un accident cardiaque. Direction la Grèce avec la campagne qui s'accélère, campagne pour le référendum qui se tiendra ce dimanche. Les Grecs qui vont devoir dire oui ou non aux mesures des créanciers. Alors, quelles seraient les conséquences en cas de victoire du oui, en cas de victoire du non? Les explications sur un référendum un peu complexe avec Jérémy Hartmann. L'avenir de la Grèce est désormais suspendu au résultat du référendum, avec plusieurs interrogations. Quelle question sera soumise au vote des Grecs ? Écoutez bien, la formulation est pour le moins complexe. Acceptez-vous le projet d'accord soumis par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international lors de l'Eurogroupe du 25 juin 2015 est composé de deux parties qui constituent leur proposition unifiée. Le Conseil de l'Europe s'inquiète déjà et rappelle que les questions posées doivent être claires et compréhensibles, d'autant que le texte de l'accord est lui aussi très technique, rempli de chiffres et d'acronymes. Il s'agit de la version du 25 juin. Il n'intègre donc pas les dernières modifications comme le maintien d'une TVA réduite pour les hôtels. Il faudra en tout cas au moins 40% de participation des électeurs pour que le scrutin soit validé. Que prévoient les instituts de sondage ? C'est l'incertitude la plus totale. L'opinion publique est extrêmement changeante, volatile selon le jargon des sondeurs. En début de semaine, le non était donné gagnant. Aujourd'hui, le oui dépasse pour la première fois le non, avec une légère avance, 45% contre 43%. Quelles conséquences en cas de victoire du non ? C'est l'espoir du Premier ministre grec Alexis Tsipras qui espère ainsi se retrouver en position de force dans son bras de fer avec les créanciers. A l'inverse, il s'agirait d'un scénario cauchemardesque pour le FMI, la BCE et la Commission européenne. Comment pourront-ils accepter de nouvelles aides de dizaines de milliards d'euros si les Grecs refusent tout effort supplémentaire en contrepartie ? Sous perfusion, les banques grecques feront faillite si elles perdent les aides de la BCE. Les dirigeants européens devront alors prendre la responsabilité de sortir la Grèce de la zone euro, le Grexit. Quelles conséquences d'une victoire du oui ? Tous les dirigeants de l'Union européenne en rêvent. La victoire du oui permettrait de relancer les négociations avec Athènes. Un nouvel Eurogroupe serait alors convoqué dès la semaine prochaine pour discuter d'un nouveau plan d'aide. Mais le oui ouvrirait aussi une crise politique en Grèce. Le ministre des Finances, Yanis Varoufakis, a déjà annoncé qu'il démissionnerait de son poste. Et le Premier ministre Alexis Tsipras sera sans doute contraint de faire de même. Et puis, plusieurs milliers de personnes manifestaient à Paris hier soir à l'appel de syndicats et de partis politiques de gauche pour exprimer leur soutien au peuple grec. Les syndicats avaient appelé à cette manifestation au nom du respect des choix démocratiques des peuples et pour refuser les politiques d'austérité. François Goulin avec Elsa Modagava. À bout de bras, ce slogan « Non à la dictature des banquiers ». Ce sont 3000 personnes qui ont battu le pavé hier, entre les places de la Bastille et République, à l'appel de plusieurs syndicats et partis politiques. Le parti de gauche notamment, mobilisé depuis des années sur le dossier grec, était venu apporter son soutien au gouvernement d'Athènes. Le plan de l'Eurogroupe ne mène nulle part. Il faudrait accepter toutes sortes de brutalités qui n'ont rien à voir avec le renflouement du trésor public grec, comme la liquidation du marché du travail, la diminution des retraites des gens qui sont en quelque sorte les piliers de famille aujourd'hui, les retraités en Grèce. Voilà. Donc tout ça n'est pas rationnel. À côté des communistes et des écologistes, quelques élus socialistes, des frondeurs,
Mobilisés à 2 jours d'un référendum déterminant en Grèce. Je pense qu'aujourd'hui, tout député Syrize devrait être là. Tout député. Quand nous sommes au cœur d'une bataille, il ne faut pas rester spectateur. Aujourd'hui, les Grecs et les Syrizains ont besoin de notre aide et de notre soutien. À notre mesure, nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Nous sommes ici pour témoigner. Nous ne laisserons pas faire comme ça, passivement, les bras ballants, ce qui est cette tentative, à un moment donné, d'empêcher le peuple grec de pouvoir sortir de l'ornière. Au milieu de la foule, quelques militants grecs de Syriza, le parti au gouvernement, étaient venus faire part de leur inquiétude concernant l'avenir de l'Europe. L'austérité qui a touché la Grèce va se répandre parce que derrière tout ça, c'est l'État-providence qui va en pâtir, c'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est toute l'austérité qui va faire bulldozer sur toute l'Europe. Et donc voir qu'il y a du répondant même en France, et je crois partout en Europe, me touche énormément. Des manifestations avaient également lieu dans plusieurs grandes villes de France, avec cette mise en garde sur toutes les lèvres, ce qui arrive au peuple grec peut arriver au peuple français demain. Alors avec nous sur ce plateau, l'économiste à la Saxo Bank et spécialiste de la Grèce, Christopher Dembink. Nous sommes à 2 jours du référendum en Grèce. Est-ce qu'il faut être inquiet ? Bonjour, effectivement, il faut être assez inquiet sur l'issue du référendum, puisqu'on l'a vu, il n'y a pas vraiment de tendance très claire, très limpide. Tout va se jouer lundi. Qu'est-ce qui est inquiétant alors ? Ce qui est inquiétant, c'est de savoir si au final la Grèce va pouvoir payer les prochaines échéances. Dans tous les cas, on sait bien qu'un accord, ça prendra du temps. Un accord peut éventuellement avoir lieu même si le non ou le oui l'emporte, peu importe le résultat d'une certaine manière. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on a une échéance qui est cruciale, qui sera le 20 juillet. C'est 3,5 milliards et là, il faudra les payer à la BCE. Il n'y aura pas de possibilité de ne pas payer comme on l'a pu le faire pour le FMI. Donc très clairement, on a simplement une fenêtre d'opportunité d'une quinzaine de jours pour parvenir à un accord. Donc si le oui l'emporte, ou si le non l'emporte, il y aura tout de même un accord avec les créanciers. C'est ce que dit le gouvernement grec, Varoufakis ce matin, Tsipras hier. À quoi sert ce référendum finalement ? Parce qu'on ne comprend plus rien. L'essentiel pour le gouvernement grec avec ce référendum, c'est d'avoir un levier politique plus important dans le cadre des négociations. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, il y a une rupture de la confiance entre la Grèce et les créanciers européens, et surtout l'Allemagne, puisqu'il y a eu des mots très forts échangés récemment. Donc très clairement, le gouvernement grec est au bord du précipice. Il a certainement pris des choix inopportuns, mais maintenant il faut aller de l'avant et voir si on peut parvenir à un accord rapidement. Si le oui passe, il y aura donc des négociations, elles se poursuivent, mais il n'y a plus de gouvernement grec. Si le non passe, on entre dans une zone inédite. Exactement. Au final, dans les 2 cas, c'est pas bon. Ce n'est pas bon dans les 2 cas, c'est ce qu'il faut voir. Il n'y aura pas de sortie par le haut au niveau du référendum grec. L'idée, par exemple, d'avoir des élections législatives anticipées si le oui l'emporte pourrait être intéressant dans la perspective d'avoir un nouveau gouvernement, des technocrates qui seraient en mesure de prendre les décisions difficiles pour la Grèce. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en l'espace de 15 jours, avoir des élections législatives anticipées, plus aussi la mise en place d'un gouvernement et un accord à signer, ça va être extrêmement court. Donc peut-être qu'il faudrait mieux garder le nouveau gouvernement. De toute façon, on verra bien quel sera le résultat, mais il n'y a pas de solution idéale à l'heure actuelle. Ce référendum, donc c'est le Premier ministre grec qui l'a voulu, Alexis Tsipras. Est-ce que c'est un homme de confiance selon vous ? Ou est-ce qu'il joue à la roulette russe ? Il joue à la roulette russe, très clairement. Après, c'est un fin stratège. On le sous-estime certainement beaucoup trop en Europe. Tout simplement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il a réussi à unifier toute la gauche radicale, communiste, marxiste, etc., pour faire ce parti Syriza. Donc, il est quand même un fin stratège, même si objectivement, aujourd'hui, personne ne voit vraiment où il veut aller. Et c'est justement l'absence de confiance et le gros problème aujourd'hui avec les créanciers européens. Christine Lagarde, la patronne du FMI, disait qu'il fallait parler entre adultes. Elle visait Alexis Tsipras. Est-ce que vous reprendriez ce terme ? Non, disons que c'est peu diplomatique, mais très clairement... C'est peu diplomatique. Effectivement, c'est même d'ailleurs surprenant. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que les créanciers européens n'ont peut-être pas les meilleures offres possibles sur la table, mais au moins, ils sont constants dans leurs offres. La Grèce, à l'inverse, change un peu sa position constamment, d'un jour à l'autre. On voit qu'ils annoncent un référendum, puis après, ils veulent quand même discuter d'un accord. Il est tout à fait normal que les Européens refusent de discuter d'un accord, alors qu'on ne sait même pas si le référendum, quel sera le résultat du référendum. Il y a une versatilité du gouvernement grec qui est pénalisante dans le cadre des négociations. Il y a des conséquences pratiques, on l'a vu en Grèce, il y a un contrôle des capitaux, les banques sont fermées, sauf pour les retraités qui partent rechercher l'argent de leur pension. Est-ce que vous pensez que lundi, les banques vont rouvrir ?
Lundi, très clairement, les banques... Le seul moyen, c'est le distributeur automatique. Hein. Aujourd'hui, effectivement, c'est le distributeur automatique. Les banques ont peu de chances quand même de rouvrir lundi. Ce qui est important de voir, c'est lorsqu'on ferme les banques et qu'on met en place un contrôle des capitaux, comme c'est le cas en Grèce, c'est extrêmement dur de le lever rapidement, tout simplement parce qu'on peut avoir un phénomène de panique. Les gens se ruent au guichet s'ils ont la possibilité de retirer leur argent, parce qu'ils n'auront pas confiance dans l'avenir. Quand on se rue au guichet, on a le risque aussi que les banques fassent faillite dans la foulée, qu'elles n'aient plus suffisamment de liquidités. Donc ça va être un processus extrêmement long. D'ailleurs, peu importe le résultat du référendum, même si Tsipras est désavoué, les banques ne rouvriront pas lundi a priori. Donc les résultats du référendum, oui ou non, il n'y aura pas de conséquences pour l'économie française. C'est ce qu'a dit François Hollande. Il est optimiste ou... Il n'est pas complètement optimiste. Disons que sur du court terme, effectivement, l'économie française est résiliente, tout simplement parce que nos banques... Il y aura des conséquences ou pas? Alors... Il peut y avoir des conséquences si on a par exemple la sortie de la Grèce de la zone euro. Très clairement, personne ne peut savoir exactement, mais... Quelles conséquences, en gros? Très certainement, par exemple, au minimum, une croissance en chute libre parce que la confiance partira. Les investisseurs étrangers, américains, chinois, n'investiront pas en Europe. Ils iront plutôt aux États-Unis et des perspectives meilleures. Donc c'est au moins ce gros problème sur le long terme. C'est quoi? C'est un enchaînement possible qui peut mener à la catastrophe sur les prêts, hein? Alors, on prêtera moins facilement, même si on fait partie de la zone euro? On pourra prêter un peu moins facilement. La France est quand même un peu le bon élève. L'euro est un bouclier aujourd'hui. Et on voit bien qu'il n'y a pas de phénomène de panique vis-à-vis de l'euro. Les investisseurs, par exemple, toute la semaine, ont eu confiance dans l'euro, donc pas d'inquiétude très importante. Mais bien sûr, le scénario catastrophe, la sortie de la Grèce de la zone euro, peut avoir des conséquences inimaginables aujourd'hui. Merci Christophe Dembing d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet éclairage. Il était ce matin au siège du Front National pour retrouver son bureau. Jean-Marie Le Pen savoure sa victoire judiciaire alors que le tribunal de Nanterre lui a donné raison. Hier, le tribunal a annulé sa suspension du parti. Je vous propose d'écouter la réaction ce matin de l'ancien président du Front National au micro de Marie Labatte et d'Elisa Bertholomé. Moi, je viens les mains ouvertes, mais si on veut me faire la guerre, je suis prêt à la faire. Mais la consultation des adhérents, d'abord, est nulle, à mon avis, puisqu'elle a été décidée en mon absence, alors que je suis une personnalité nécessaire à la tenue des décisions du bureau exécutif. Et d'autre part, elle comporte un amalgame qui consiste à faire répondre dans une seule réponse à 13 questions différentes, dont celle dont je considère bien sûr qu'elle est essentielle, la suppression pour l'avenir du poste de président d'honneur. Mais je suis président d'honneur, moi, et je le resterai à vie. La guerre entre taxi et VTC, la société américaine Uber a annoncé qu'elle suspendait en France son service controversé Uber Pop, qui a valu à 2 de ses dirigeants un renvoi en correctionnel dans la foulée d'un mouvement de colère des taxis. Et il est entre autres reproché à Uber Pop de mettre en relation des clients avec des particuliers qui utilisent leur véhicule privé pour les transporter sans payer de charges. Écoutez la réaction de Thomas Thévenoud au téléphone avec Elsa Mondagava. C'est une bonne nouvelle, c'est une décision responsable. Je rappelle que Uber Pop a été interdit dans d'autres pays dans le monde, qu'il s'agit d'un système de taxi clandestin, et plutôt que d'exposer les chauffeurs Uber Pop, le groupe Uber a bien fait de prendre cette décision qui est dans la droite ligne de la loi que nous avons adoptée, nous les parlementaires, l'année dernière, qui pose des règles sur ce secteur des VTC qui a le droit de se développer, qui peut se développer, qui va créer des emplois, mais à condition de respecter des règles du jeu claires. Et toujours sur le dossier Uber Pop, la réaction du Premier ministre pour Manuel Valls, la fermeté du gouvernement à payer. Fin de citation. L'Assemblée nationale a adopté la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Cette loi prévoit, entre autres, la création de la métropole du Grand Paris. Jean-Baptiste Daoulas. Union sacrée entre la droite et les communistes. En cause, la décision du gouvernement d'attendre janvier 2017 avant de transférer des compétences à la métropole du Grand Paris. Un délai qui permettrait d'attendre le résultat de Claude Barthelone aux élections régionales de décembre 2015. Si M. Barthelone perd les régionales, vous en ferez une coquille vide. Si M. Barthelone gagne les régionales, eh bien, la métropole se confondra avec la région. Dans les deux cas, ni vu ni connu, c'est un peu comme au jeu du bonneteau. La métropole disparaîtra, personne ne s'y retrouvera. La métropole mérite mieux que d'être l'otage de jeux de pouvoir et de plans de carrière.
Autre accusation de la droite sur un amendement qui organise la représentation des élus de Paris dans la métropole. La règle choisie par le gouvernement empêcherait Nathalie Kosciusko-Morizet de siéger au Grand Paris. La députée dénonce un amendement sur mesure pour l'éliminer. Chers collègues, notre Assemblée n'est pas là pour écarter ad personam quelqu'un. C'est contraire à tous les principes républicains. L'Assemblée nationale n'a pas vocation à être l'instrument de l'animosité personnelle d'un édile. Et je vous invite tous à suivre la commission des lois qui, sous l'autorité de son président, a refusé de participer à cette manœuvre inique et a rejeté cet amendement du gouvernement. Je pense qu'il faut essayer de s'abstraire un peu des problèmes de personnes. Ce qui est proposé est parfaitement acceptable et conforme, encore une fois, à ce qui se fait ailleurs et doit donc être adopté. Les sénateurs et les députés doivent maintenant trouver un compromis en commission mixte paritaire. Mais les divergences entre les deux chambres seront compliquées à dépasser. Les adieux à Charles Pasqua. Le cercueil de l'ancien locataire de la place Beauvau était drapé de bleu, blanc, rouge. À l'exception de la fonction de maire, il n'y a guère de poste de la Ve République qui n'est occupé. Charles Pasqua a été élu local, député, sénateur, eurodéputé et 2 fois ministre de l'Intérieur. Il est décédé à 88 ans lundi dernier suite à un accident cardiaque. De nombreuses personnalités étaient présentes ce matin à la cathédrale Saint-Louis des Invalides pour assister à la cérémonie en hommage à l'ancien ministre de l'Intérieur. La GPA, les enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse doivent-ils avoir les mêmes droits que les enfants nés à l'étranger de parents français? Oui, dit la Cour de cassation aujourd'hui. Plus précisément, la Cour de cassation s'est prononcée sur la transcription dans l'état civil français des actes de naissance des enfants GPA nés à l'étranger. Marion Lefebvre-Becker. Oui. Alors, petit rappel, la Cour de cassation a rendu un avis aujourd'hui. Elle se penche à nouveau sur le cas des enfants nés de GPA après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Car en juin 2014, la Cour européenne avait condamné la France et avait demandé à la France de reconnaître l'identité des enfants issus de GPA dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'article 8 de la Convention européenne, même si l'Europe reconnaît en même temps le droit à la France d'interdire la GPA sur son territoire. La décision européenne étant supérieure au droit national, elle devait s'appliquer immédiatement en théorie. Finalement, donc, la Cour de cassation, vous l'avez dit, a tranché aujourd'hui. Désormais, les enfants nés de mères porteuses auront donc une identité passeport, une identité française, un passeport, pardon. C'était le cas depuis la circulaire Taubira, mais surtout aujourd'hui, ils vont avoir une filiation avec la transcription de l'état civil français de leurs actes donc étrangers. Souvent, ces enfants sont nés en Russie, aux États-Unis ou encore en Inde. Les actes de la vie quotidienne, comme s'inscrire à la sécurité sociale, à l'école ou encore demander une carte d'identité, seront ainsi simplifiés. Mais attention, c'est une inscription à l'état civil tout de même sous condition. Je cite la Cour de cassation. Il sera transcrit sur l'état civil comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme ayant accouché. Cela signifie donc qu'en droit français seront effacés donc pour les couples hétérosexuels la deuxième maman, la maman de fait, et pour les couples hétérosexuels, pour les couples homosexuels, le deuxième père, alors même que les deux parents ont agi ensemble, se sont engagés, ont été solidaires dans toutes ces étapes de la GPA. En droit français, le lien biologique ne fonde pas toujours la parenté. C'est le cas pour les adoptions notamment, le cas aussi des dons de gamètes pour les enfants nés de PMA. Ce test ADN se heurte donc au droit français et les associations ne vont pas manquer de le souligner donc après cette décision de la Cour de cassation. Merci Marion Lefebvre-Becker pour cet éclairage. Justement, vous étiez avec Fanny Morel allée à la rencontre de parents d'une petite fille née par la GPA. Pour eux, la transcription à l'état civil, c'est une mesure de justice. Je vous propose de regarder ensemble votre reportage. C'est le bon? Oui, c'est le bon! On les surnomme les enfants fantômes, comme Bianca, 3 ans, née d'une mère porteuse aux États-Unis. Voici ses parents, Stéphane et Alban. Aujourd'hui, la France ne reconnaît la parentalité qu'à Stéphane, son père biologique. Conséquence, pas d'état civil français pour Bianca et un deuxième papa sans existence légale.
À partir du moment où la transcription peut avoir lieu, moi personnellement ça va me permettre de pouvoir adopter ma propre fille. Donc c'est quand même extrêmement important pour nous. Aujourd'hui la situation elle est bloquée. Tout est en stand-by. Et c'est assez difficile à vivre, de se dire tous les jours on est avec un enfant et on n'a pas de reconnaissance, on n'est rien finalement par rapport à cet enfant. En janvier 2013, la circulaire Taubira systématise la délivrance de certificats de nationalité à ces enfants. Une première étape pour les élus écologistes qui veulent aller plus loin avec la transcription automatique de l'état civil. Les enfants ne sont jamais responsables de la manière dont ils ont été conçus. Ces enfants existent, ils sont apatrides si justement cette circulaire n'est pas respectée. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Voilà, les enfants sont nés, ils doivent avoir un état civil. À gauche, la question divise. 40 députés socialistes ont créé un collectif de réflexion. Leur crainte que la décision de la Cour de cassation ouvre une brèche vers la légalisation de la GPA. Donc le risque, il est là. Il est le risque de dire finalement, en considérant que ces enfants doivent être reconnus par l'État français, que leur filiation doit être reconnue et que la nationalité doit leur être reconnue. On entre de fait en disant, mais finalement, vous voyez, demain, il n'y a pas de raison qu'on doive aller ailleurs pour payer, pour avoir ce droit-là. Et que ça devienne de manière subreptice un droit normal, à la limite remboursé par la sécurité sociale. Si les voix parlementaires divergent, elles s'accordent au moins sur un point, la nécessité d'ouvrir le débat dans l'hémicycle pour donner enfin un cadre législatif clair. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le bilan de la semaine politique. C'est avec Katia Guilder et Michael Zamès. Invité de Parlement Hebdo, le député PS de l'Essonne, Malek Bouti, dans un rapport sur le djihadisme qu'il vient de transmettre à Manuel Valls. Il décrit une jeunesse frustrée, prête à basculer. Il craint que la dérive islamiste en France ne se transforme en un phénomène de masse. Regardez.